Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute. Bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté cette invitation dans le podcast Changer pour mieux. Et je voulais te recevoir dans ce podcast pour que tu nous parles de quelque chose, que tu parles aux auditeurs de quelque chose qui est assez, je trouve, opaque pour en tout cas les non-entrepreneurs, ceux qui évoluent pas trop dans ce milieu-là, c'est la reprise d'entreprise. Souvent, on trouve beaucoup d'informations, de choses sur la création d'entreprise, mais la reprise d'entreprise, je trouve que c'est quelque chose qui est assez secret, discret. Et du coup, je trouvais intéressant que tu partages ton expérience avec les auditeurs parce que toi, déjà, tu vas nous présenter ton entreprise et puis ton métier parce que voilà, tu es dans la reprise d'entreprise, dans l'aide à la reprise d'entreprise. Donc, tu vas nous expliquer tout ça. Déjà, je vais te laisser, Stéphane, te présenter en quelques mots et puis ensuite, on parlera de ton activité de la reprise d'entreprise. Donc, Stéphane Michel, je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Hippocampe Partenaires et qui accompagne les chefs d'entreprise sur deux thématiques. La thématique de la transmission, aussi bien sur la partie cession que reprise de société. Donc ça, c'est la première thématique. Et la deuxième thématique, c'est accompagner des chefs d'entreprise pour la recherche de financement, que ce soit sur des opérations fonds propres, haut de bilan, comme on dit, ou sur la recherche de financement bancaire, plutôt classique. L'objectif, c'est de faire gagner du temps à un chef d'entreprise pour lui permettre d'accéder assez facilement sur ce type d'opération. Voilà. Donc, ça fait maintenant plus de 20 ans que j'accompagne des chefs d'entreprise sur beaucoup de projets et j'ai toujours été extrêmement sensible à accompagner des chefs d'entreprise sur le volet de la cession et reprise de société. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet de la reprise et cession d'entreprise ? Alors, déjà dans la vie d'une entreprise et d'un chef d'entreprise, ce sont des opérations qu'on va dire clés où le chef d'entreprise et l'entreprise va vivre une évolution et c'est toujours des opérations qui vont marquer le chef d'entreprise. Donc autant au niveau du cédant, mais également au niveau du repreneur, et puis ça peut également, bien évidemment, marquer les collaborateurs qui vont vivre ce changement d'actionnaire. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, lorsque je travaillais en tant que salarié auprès d'un établissement qui avait vraiment l'habitude d'accompagner des opérations de cession, je trouvais que les repreneurs étaient déjà essoufflés lorsque je les rencontrais au moment où il fallait qu'ils puissent accéder au financement qui leur permettait d'accéder à l'acquisition de titres d'une société ou de l'acquisition d'un fonds de commerce. Et je me suis dit, c'est quand même dommage qu'une personne physique soit déjà, on va dire, essoufflée alors qu'il n'a pas encore repris les rênes de la société. Et donc, il n'a pas encore commencé l'aventure et déjà il est à bout de souffle. Exactement, puisque c'est un vrai parcours du combattant, parce que comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'informations qui sont données auprès des repreneurs, mais on ne sait peut-être pas forcément à qui s'adresser. Et puis, il y a beaucoup d'interlocuteurs, c'est-à-dire que lorsque un repreneur décide d'engager le processus d'une reprise d'une société, il va aller voir un expert comptable, il va aller voir des structures d'accompagnement, il va aller voir des banquiers, il peut aller voir un avocat, il peut aller voir un notaire si jamais l'opération nécessite d'acquérir les bâtiments. Donc il y a une multitude d'interlocuteurs qui vont participer à une opération de reprise d'une société et sans toujours avoir quelquefois un fil conducteur parmi les différents interlocuteurs. Et donc l'objectif, lorsque j'ai décidé de créer ma structure, c'était vraiment d'être un peu un éclaireur et surtout de faire gagner du temps au niveau du chef d'entreprise. Là, je parle sur la partie reprise, pour lui permettre, in fine, d'aboutir et de réaliser son projet de vie. Parce que du coup, qui est-ce qui vient te voir en premier, toi ? Est-ce que c'est le chef d'entreprise qui veut céder son entreprise ou est-ce que c'est la personne qui a un projet de reprise d'entreprise ou les deux ? Alors, mon activité,
elle est plutôt prépondérante sur la partie cession de société, où à partir du moment où un chef d'entreprise décide de céder sa société, bien sûr, il y a beaucoup de confidentialités qui sont liées à ces opérations. Donc, bien évidemment, c'est la raison pour laquelle des primo-repreneurs qui souhaiteraient acquérir une société n'ont pas forcément vent qu'une société est à la vente. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir trouver le bon repreneur qui va lui permettre d'acquérir la société dans les meilleures conditions. Donc là, je travaille étroite, de manière très confidentielle, bien évidemment avec un cédant de société. Sur la partie reprise, là où j'interviens, c'est au moment où un repreneur va commencer à discuter, à échanger avec un cédant potentiel. Voilà. Donc l'objectif, c'est de m'assurer que le cédant est véritablement un cédant, puisqu'il arrive de temps en temps qu'un cédant de société ne souhaite pas forcément vendre sa société, mais avoir un peu une idée de la valorisation de sa société. Et puis, il a quelquefois pas fait le pas psychologique véritablement pour vendre sa société, puisque c'est une cession comme une reprise, ça se prépare psychologiquement. Voilà. Ensuite, c'est de m'assurer qu'il a les moyens de pouvoir reprendre la société dans les meilleures conditions. Alors, quand je dis les moyens, c'est pas uniquement financier. Il y a la base, le côté psychologique est extrêmement important, puisque quand on décide de reprendre une société, ça se prépare financièrement, mais ça se prépare psychologiquement. Voilà. Et on ne s'improvise pas en tant que repreneur de société. Donc, ce qui est nécessaire, c'est qu'il faut s'assurer, bien évidemment, des motivations, de sa capacité, dans la mesure du possible, à reprendre une société, et s'assurer que le côté un peu grisant dans le cadre de la reprise de la société ne vienne pas cacher ou, lui donner un peu les mauvais outils, ou voilà. C'est-à-dire, à partir du moment où on décide de reprendre une société, il y a toujours un engagement financier, mais il peut y avoir un engagement familial qui est derrière. Donc l'objectif, c'est que je m'assure que dans l'environnement familial, que tout le monde est partie prenante par rapport à ce projet de reprise de société. Puisque, comme je te l'ai dit, il y a le côté grisant, mais la vie d'un chef d'entreprise, on connaît des hauts et des bas, et surtout dans la période actuelle, je peux te dire que beaucoup de chefs d'entreprise sont dans une situation qui est pas simple, donc il y a quand même une surcharge mentale qui est extrêmement importante, et à un moment, il faut avoir des appuis au niveau familial pour justement pas décrocher. Voilà. Donc du coup, toi, tu es là aussi pour t'assurer que les conditions de réussite sont réunies finalement. Exactement. En condition de réussite, bien évidemment, c'est m'assurer que la cible est aussi belle, la société qui est à la vente est aussi belle que ce qui est présenté. Et puis m'assurer également que les conditions de reprise liées à la valorisation de société me paraissent cohérentes, puisque automatiquement, lorsqu'un repreneur décide de reprendre une société, il faut qu'il constitue un apport, il faut qu'il aille lever une dette qui va lui permettre de commerce, mais cette dette va être remboursée au travers des performances futures de la société qu'il va reprendre. Et l'objectif, il ne faut pas que cette dette qui va être contractée, qui est une dette stérile, qui ne va pas profiter à l'amélioration de l'activité ou de la création de valeur, il faut qu'elle soit en adéquation par rapport à la capacité de la société de pouvoir rembourser cette dette stérile. Et l'objectif, c'est de m'assurer que, dans le jargon, on dit que l'effet de levier ne soit pas trop important pour laisser des marges de manœuvre suffisantes à la société pour continuer à son développement. Alors, parce que derrière une société, bien évidemment, il y a des personnes, il y a des familles, et il faut quand même s'assurer que le risque qui va être pris par repreneur ne va pas engager des risques supplémentaires par rapport aux collaborateurs qui sont dans une société, voilà, qui travaillent dans la société. Donc l'objectif, c'est bien m'assurer, à la mesure du possible, que le risque soit le moins important possible. Mais bon, ça c'est mon regard extérieur. Ce qui est important pour un repreneur, moi je suis là pour donner mon point de vue, j'ai pas la science infuse, et ce qui est important, comme je dis souvent à des repreneurs que j'accompagne, c'est de discuter avec d'autres personnes. Et l'idéal, c'est de pouvoir discuter avec d'autres chefs d'entreprise qui ont repris également des sociétés. Alors que ce soit des chefs d'entreprise qui soient rompus à cet exercice, mais également au niveau des primo-repreneurs. Donc, moi j'essaye dans mon cercle, à partir du moment où je vois que la personne n'a pas forcément des personnes dans son entourage qui ont repris des sociétés, et ben, de lui faire rencontrer d'autres personnes, voilà, pour qui expliquent un peu son parcours. Parce que c'est toujours intéressant d'avoir ce partage d'expérience
entre des personnes qui l'ont vécu, qui sont toujours en train de le vivre, qui sont encore chefs d'entreprise. Voilà, et pour dire, bon, on idéalise quelquefois la reprise de société, puisque voilà, on part dans une nouvelle aventure, on se dit on va avoir ce sentiment de liberté, cette autonomie, on n'aura plus à rendre des comptes à une hiérarchie, mais ça c'est sur le papier, mais la réalité elle est bien différente. Voilà. Oui, parce que est-ce qu'il y a un profil, est-ce que tu as, au cours de ton expérience professionnelle, identifié un ou des profils de repreneurs et puis des personnes qui sont vraiment pas faites pour la reprise enfin... C'est une très bonne question. Déjà, un profil type, non. Ce qui est intéressant, c'est essayer de voir le profil d'un chef d'entreprise qui aura la capacité à s'adapter. Ça, c'est la première qualité. Puisque cette capacité d'adaptation lui permettra justement de pouvoir rebondir dans des moments qui vont être pas simples, de pouvoir également accompagner une croissance d'activité, parce que accompagner une croissance, ça peut générer quelquefois des risques importants pour la société. Il n'y a pas de formation, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que quelquefois on peut voir des anciens cadres supérieurs qui ont pu négocier un départ sous forme de rupture conventionnelle et qui peut se retrouver à un moment avec une somme d'argent assez conséquente. Mais je préfère souvent accompagner des chefs d'entreprise qui ont moins d'apport, qui ont, comme on dit dans le jargon, qui est un mot qui est énormément utilisé, qui sont agiles et qui ont cette capacité à pouvoir trouver des solutions. Comme on dit, un chef d'entreprise doit avoir la possibilité de mettre les mains dans le cambouis, de montrer l'exemple. Parce que lorsque on peut avoir des profils, alors je dis pas tous, mais des profils de personnes qui ont occupé des postes à responsabilité et qui avaient dans leur environnement de travail des personnes sur lesquelles ils pouvaient s'appuyer pour avoir des réponses à des problématiques, là, le chef d'entreprise, il va falloir qu'il trouve par lui-même la réponse à ces problématiques et qu'il n'aura pas de toute façon la capacité à pouvoir demander à quelqu'un de son entourage parce qu'il n'aura pas cette personne. Donc voilà. Donc l'objectif c'est voilà. Et alors ce qui est intéressant c'est que on peut avoir des personnes qui sont de type autodidacte et qui ont justement cette capacité d'adaptation qui pour moi est bien meilleure que certains chefs d'entreprise, certains repreneurs qui ont un autre profil. Voilà. Donc, tout ça pour te dire qu'il n'y a pas de profil idéal. Voilà. Après, oui, donc il n'y a pas besoin de sortir d'une grande école et d'avoir un grand diplôme pour être un bon... Non, ce qu'il faut, c'est toute la difficulté que l'on a entre les cédants et les repreneurs, c'est qu'on n'a pas toujours une adéquation entre le profil du repreneur et le métier de la société qui va être reprise. Donc l'objectif, c'est de bien s'assurer que dans la société qui va faire l'objet de la cession, on n'ait pas des personnes clés, d'accord, qui auraient pu être à un moment être intéressées pour reprendre la société. Et pour X raison, il ne l'a pas fait parce qu'il n'y avait pas les moyens financiers. Et si je vois que dans ce profil de vente de société, on a des personnes clés à partir du moment où la cédante de société qui est honnête, en disant voilà, j'ai une ou deux personnes qui sont clés dans la société et qui à un moment étaient intéressées pour reprendre, et ben, j'essaye qu'on se mette autour de la table pour voir s'il n'y a pas moyen à court terme de pouvoir associer cette personne clé auprès du repreneur pour sécuriser la transmission de la société. Alors il peut arriver d'autres cas où la personne clé c'est le chef d'entreprise qui vend. Et dans ce cas-là, ben, on va faire en sorte que la transmission de la société elle se fasse par étapes. C'est-à-dire qu'on peut très bien permettre à un chef d'entreprise de vendre 100% des titres de sa société, d'accord? Donc, il va récupérer la vente qui va porter sur 100% des titres de la société et puis repartir de manière très minoritaire avec un repreneur de société pour permettre qu'il y ait cette passation qui se passe dans le temps, puisque automatiquement, le fait qu'il soit déjà impliqué financièrement dans la holding de reprise, et ben, il y aura toujours un lien un peu plus important parce qu'il sera considéré comme un actionnaire minoritaire, mais ça lui permettra peut-être de cristalliser sur une plus longue durée la période d'accompagnement liée à la cession de société. Voilà.
Et bon, c'est lié à des échanges, c'est de voir si lorsqu'on fait des rencontres avec le cédant et le repreneur des conseils, si ce schéma peut correspondre également au cédant de la société. On peut très bien avoir un cédant qui dit, eh ben, écoutez, je préfère vendre la totalité des titres de ma société. Il y aura une période d'accompagnement qui se fera pendant quelques mois. Après, chaque cas est particulier. Et les périodes d'accompagnement, même si quelquefois elles sont calées sur 6 mois, 9 mois ou 3 mois, généralement les périodes d'accompagnement ne sont jamais respectées puisque à un moment, le chef d'entreprise qui a cédé, il a perdu le pouvoir entre guillemets qu'il avait, toutes les décisions qu'il pouvait prendre. Et puis c'est bon, je ne fais plus partie de l'aventure de la société. Maintenant, place à celui qui a repris la société. Mais il peut y avoir il n'y a pas de cas unique. Moi, j'ai eu à un moment des opérations où c'est le cédant qui a choisi le repreneur, l'élu. Mais sans l'avoir dit au départ. C'est-à-dire que j'ai eu un cas qui était beau, puisque le cédant n'avait pas de possibilité de vendre la société auprès de son fils, puisque son fils n'était pas intéressé. Et dans le cadre de rencontres professionnelles, il a rencontré une personne qui avait l'âge de son fils, qui l'a débauché. Voilà, il l'a débauché pour le prendre en tant que salarié, mais il avait en tête de lui vendre la société quelques années après. Et en fait, il a réussi son coup, mais de manière encore plus belle, puisque cette personne n'avait pas les moyens suffisants pour reprendre les titres de la société qu'il avait décidé de lui vendre. Et il lui a fait un prêt à titre personnel pour lui permettre de compléter son apport, pour sécuriser les établissements bancaires pour accompagner l'opération en disant tu me rendras cet argent au moment où tu gagneras bien ta vie dans le cadre de chef d'entreprise. Voilà. Mais là, c'était un cas particulier. Donc tout ça pour dire qu'on a des chefs d'entreprise qui cèdent leur société. Ils sont beaucoup plus nombreux que ce qu'on croit, qui ne vont pas chercher à optimiser le prix de cession. Voilà. Il y en a certains qui veulent s'assurer que le repreneur va continuer à écrire l'histoire de la société, mais en s'appuyant sur toute l'histoire qu'avait créée et constituée le cédant de la société, qui a toujours un maintien de l'ADN. Voilà. Donc c'est ce qui est passionnant lorsqu'on accompagne la cession et la reprise de société. C'est question c'est des histoires d'hommes. Après, il y a des histoires qui sont belles comme celle-ci, mais il y en a d'autres qui malheureusement se passent pas comme prévu, où il peut y avoir un jeu de séduction entre un cédant et un repreneur. Et puis, quelques mois après, ce jeu de séduction, il voit l'éclat parce que finalement, on voit le caractère réel d'un repreneur de société, voilà, ou d'un cédant qui finalement avait décidé d'optimiser la cession de la société et qui n'a pas décidé d'honorer sa période d'accompagnement. Voilà. Et justement, est-ce qu'il faut absolument être du métier est-ce que c'est une des conditions de réussite? Le fait, tu dis, mettre les mains dans le cambouis, être aussi légitime peut-être vis-à-vis des salariés? Alors, voilà, il y a également la légitimité par rapport aux collaborateurs. Il y a la taille d'entreprise également, puisque si on est sur une taille d'entreprise qui est structurée, il faut peut-être pas c'est pas une nécessité que le repreneur ait la compétence technique, une connaissance parfaite du métier. Non, il n'y a pas de règle. Après, tout dépend bien sûr la taille de l'entreprise. Si ça nécessite d'avoir une compétence technique pour exploiter l'activité de la société, ça serait très risqué d'accompagner un repreneur de société. Voilà, si on voit qu'il y a une personne clé. Mais bon, chaque cas est unique. Voilà. Mais c'est toujours mieux d'avoir une compétence technique de la société qu'on va reprendre d'une manière ou d'une autre. Voilà. Non, on ne peut pas juste être gestionnaire et puis apporter le marketing, la vision. Il faut quand même avoir les compétences techniques. Ou est-ce que tu as eu des cas de réussite où la personne n'avait pas du tout les compétences techniques? Oui. Qui n'avait pas du tout la compétence technique. Une personne qui était dans le secteur du bois, qui était très forte au niveau commercial, au niveau marketing, mais on a trouvé un schéma où le cédant est reparti en tant qu'actionnaire aux côtés de la personne qui a repris la société. Voilà.
on a expliqué que justement cette personne avait quand même une importance dans la gestion de la société. Et du fait du profil qui n'était pas en adéquation par rapport au métier de la société qui a été reprise, et bien, la nécessité justement de trouver un bridge pour qu'il y ait justement un peu ce transfert de compétences, enfin en tout cas de l'environnement. Et charge à elle, en plus, pour cette personne, de pouvoir à un moment trouver la personne qui allait remplacer le chef d'entreprise. Oui, parce qu'au bout d'un moment, quand même, s'il a vendu son entreprise, c'est peut-être qu'il veut partir à la retraite. Exactement, mais pas que. Alors c'est vrai que lorsqu'on a des chefs d'entreprise qui décident de vendre parce que voilà, ils sont proches de la retraite ou ils ont même dépassé de quelques années l'âge de la retraite, c'est toujours plus simple. Enfin plus simple. La période d'accompagnement, on peut plus facilement la négocier et il y aura un respect de cette période d'accompagnement. Après, on a, je trouve, de plus en plus de chefs d'entreprise qui n'attendent pas l'âge de la retraite et qui engagent un processus de cession, d'accord, pour X raisons, mais ce n'est pas parce qu'ils ont décidé de vendre leur société qu'ils ne vont pas se remettre dans une autre société. Voilà, dans une approche entrepreneuriale, dans une démarche entrepreneuriale quelques années après. Voilà. Parce qu'à un moment, il peut y avoir un sujet RH, un sujet personnel qui fait que, ou pour X raisons, qui décide de vendre la société. Après, il faut savoir quelles sont les bonnes raisons qui vont engager le processus de cession d'un chef d'entreprise. Parce que si à un moment le cédant décide de vendre parce qu'il ne sent plus le marché, encore faut-il que la personne qui va décider de reprendre la société, du fait qu'il ne connaisse pas l'environnement métier, se fasse avoir. Donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument que le repreneur discute avec un maximum de personnes et s'il n'a pas la compétence technique métier, qu'il puisse à un moment se rapprocher de personnes qui ont cette maîtrise technique au métier. Voilà, oui, parce que c'est vrai que souvent on dit… Une société, c'est pas que des chiffres en fait. Hein. Oui. Voilà. Les chiffres, c'est la résultante d'une activité économique. Et voilà, donc c'est important de bien décrypter ce qu'il y a derrière les chiffres. Parce que souvent on dit on habille la mariée, donc c'est pas forcément évident de voir la réalité du terrain quand on reprend une entreprise. Exactement, d'où la compréhension du métier, du marché, de son environnement, puisqu'une société, on peut lui faire apparaître une rentabilité, on va dire comptable très importante, mais cette rentabilité comptable très importante, elle peut être liée au fait que l'entreprise n'est plus investie dans son outil de production les années précédentes. Voilà. Donc, artificiellement, on peut faire apparaître une rentabilité comptable très importante, ce qui peut ensuite engendrer, bien évidemment, des cotations de Banque de France qui vont être très bonnes, une approche des établissements bancaires qui va être bonne, qui vont s'appuyer sur des chiffres, mais la réalité, elle va être très différente, puisque si jamais au bout de 1 an ou 1 an et demi ou 2 ans, le repreneur doit investir à nouveau dans son outil de production, et ben cet investissement va nécessiter de la dette bancaire. Cette dette bancaire, il faudra la rembourser. Mais si on avait prévu que une grosse partie du revenu de la société devait rembourser une dette qui avait été contractée par le repreneur, cette fameuse dette stérile, encore faut-il qu'elle ait les moyens de rembourser la nouvelle dette qui n'avait pas été prévue dans le business plan du repreneur. Donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant. Quand on reprend une société, on regarde très souvent l'historique, d'accord, mais il faut être en mesure de pouvoir projeter et de voir ce qui aurait été prévu par le cédant de la société s'il n'avait pas vendu sa société. Voilà. Mais pour cela, encore faut-il avoir les informations nécessaires pour valider ou non les informations qui vont être données. Voilà. Parce que les outils de production, leur durée de vie, l'âge qu'elles ont, etc., est-ce que c'est des informations dont on dispose quand on reprend une entreprise ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. En fait, la partie audit est extrêmement importante et puis l'expérience fait que soit bien accompagné par un expert comptable. Enfin, un repreneur n'a pas besoin d'être accompagné par IFO comme partenaire. Hein. Des repreneurs peuvent très bien gérer par eux-mêmes une reprise de société. Alors, soit ils ont un moment, il leur manque une compétence technique et dans ce cas-là, il faut qu'ils soient accompagnés, que ce soit un expert comptable, que ce soit un avocat en droit des affaires, puisque à un moment, si on doit racheter les titres de la société, il faut être extrêmement bien accompagné d'un point de vue juridique pour sécuriser l'opération. Voilà.
voilà. Donc, ce qui est important, voilà, pour un chef d'entreprise, quel qu'il soit, que ce soit un cédant, un repreneur ou même dans sa vie de chef d'entreprise, c'est d'être bien accompagné. Voilà. Ça, c'est la base. C'est d'être bien accompagné. Personne de confiance, c'est d'être bien accompagné. Mais tu dis toi-même qu'il y a un certain nombre d'interlocuteurs différents. Si, par exemple, j'ai un auditeur, il a envie, comme ça, il se dit, moi, j'ai pas envie de partir de zéro et de créer une entreprise. Par contre, ça me plairait de prendre la succession d'une entreprise historique, voilà, où le chef d'entreprise part à la retraite et il cherche à revendre. Qu'est-ce que tu lui conseilles comme démarche? Alors, bon, tout dépend où il en est dans le processus. Si le vendeur, déjà, pense qu'il aura la possibilité, ou la possibilité, non, c'est pas le bon terme. Déjà, c'est de bien comprendre l'activité qu'il va reprendre. D'accord. Donc ça, c'est le premier point. Et pendant cette période, compte tenu qu'il n'a pas encore la tête sur le guidon, c'est vraiment d'avoir cette approche en hauteur pour s'assurer que cette société qui est dans ce métier, à qui elle s'adresse, quel est le marché. Parce qu'in fine, ce qui est important, c'est le marché pour la société. On peut faire le meilleur produit du monde. Si on n'a pas la capacité de vendre ce meilleur produit du monde, eh ben, c'est une société qui, malheureusement, ne va pas survivre et se développer. D'accord. Donc, ce qui est important, c'est de voir déjà à qui s'adresse le marché de la société. Ensuite, c'est de se renseigner par rapport à des acteurs qui occupent ce marché et de voir déjà quels sont les principaux acteurs, est-ce qu'il y a eu des processus de concentration, de rachat, et à partir de ce moment-là, de pouvoir discuter avec des chefs d'entreprise, soit qui sont dans ce secteur d'activité, soit sur des activités connexes, pour déjà essayer de faire buvard et s'approprier un maximum d'informations. Ensuite, à partir du moment où on est convaincu que du métier, du marché ou des marchés qui pourra développer, hein, parce que ce qui est important, c'est de voir quand on est chef d'entreprise, quand on va repreneur de société, ce qu'on va pouvoir lui apporter. On peut, à un moment, si on a une société qui est dans le secteur, alors je vais mettre ça va être très, très, très schématique, secteur automobile et secteur agricole. Si la personne dit ce métier je le maîtrise ou je serai en mesure de pouvoir le maîtriser parce que j'aurai des personnes autour de moi qui vont me permettre de m'accompagner, mais par contre j'ai un gros réseau de par mon expérience antérieure sur le secteur aéronucléaire qui va me permettre à un moment de faire pivoter la société sur des secteurs qui auront le vent en poupe, automatiquement ça permettra de bien accompagner ce projet de reprise. Voilà. C'est de voir à un moment qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter à la société en tant que repreneur de la société. Voilà. Sachant que il y a beaucoup de repreneurs qui peuvent se dire je ferai mieux que le cédant de la société. Déjà, s'il fait au moins aussi bien, ça sera déjà une performance. Voilà. Bien souvent, on voit des thèmes de cession de société où ils disent réveiller la belle endormie. Bon, réveiller la belle endormie, on peut se poser la question pourquoi le chef d'entreprise n'avait pas décidé de se développer, de générer de la rentabilité. Donc déjà, à minima, il faut rester humble lorsqu'on est repreneur de société et pas se dire qu'on va battre tous les compteurs, que ce soit des compteurs de croissance de chiffre d'affaires ou de rentabilité. Et puis il y a des profils également de repreneurs de société qui ont à la bouche croissance de chiffre d'affaires, marché. Enfin, ça, c'est des discours que je les arrête de suite en disant la croissance de chiffre d'affaires, c'est une donnée. Et ce qui est important, c'est la marge. C'est votre capacité à créer de la valeur dans le cadre de la croissance de votre chiffre d'affaires. Donc, et quelquefois, on peut avoir des profils un profil très commercial, mais voilà, c'est des profils. Mais pas financier, quoi. Oui, voilà, de gestionnaire, parce que ce qui compte, c'est de faire du bon chiffre d'affaires, du bon chiffre d'affaires. Et il peut y avoir des chefs d'entreprise qui pensent que la réussite, elle passe par une croissance de chiffre d'affaires. La réussite d'une société passe par sa capacité à créer de la valeur. Et donc, parce que c'est ce qui lui permettra de financer cette fois-ci la croissance. Voilà. C'est un point qui est... d'adaptation comme compétence clé vraiment importante finalement, plus que des hautes études, mais quand même une certaine
connaissance, sensibilité du marché et puis une sensibilité gestionnaire où on n'est pas là pour faire du chiffre, mais faire du bon chiffre, c'est-à-dire travailler la marge, travailler la valeur et Exactement. puis rester humble, quoi. Exactement. Et encore faut-il avoir les outils de gestion qui permettent justement d'apprécier la rentabilité d'une société. Mm. Parce que, et bien souvent, ces indicateurs, on les a pas toujours dans les sociétés, ceux de la TPE et de la PME. C'est-à-dire qu'on attend quelquefois le bilan pour voir finalement quel est le niveau de rentabilité que la société aura généré. C'est-à-dire qu'une société qui clôture au 31-12, on va prendre l'exemple du 31-12-2025, et qui a eu son bilan 31-12-2024 sur la période mars-avril, d'accord? Donc là, elle a un état de ce qui s'est passé sur l'année 2024. Mais si elle n'a pas des outils de pilotage qui permettent d'apprécier ses performances financières, son niveau de rentabilité sur l'année 2025, elle va attendre l'exercice, enfin la clôture de l'exercice au 31-12-2025 qu'elle va avoir au mois de mars, au mois d'avril 2026. Et là, elle n'aurait pas eu d'information en interne qui lui permettra de savoir si elle était dans le vrai ou pas le vrai. Alors, si elle est en difficulté, elle le verra automatiquement sur des besoins de trésorerie qui vont mécaniquement apparaître. Mais lorsque les besoins de trésorerie apparaissent, il s'est passé déjà quelques mois en fait. Il aurait pu se passer déjà quelques mois. Donc le fait d'avoir des outils de pilotage, ça permet justement de pouvoir rapidement agir et savoir pour quelle raison il y a pu avoir un dérapage. Peut-être qu'on n'était pas bon au niveau des achats, peut-être que finalement nos prix de vente on n'a pas été bon parce qu'il y a trop de concurrence. Est-ce qu'à un moment on a fait trop d'achats qu'on n'aurait pas dû faire. Voilà. Donc d'avoir quand même des outils qui permettent de pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Des tableaux de bord conçus mensuellement plutôt, pas attendre juste le bilan. Voilà, exactement. Mais encore faut-il construire ses propres tableaux de bord. Voilà. Et après, la data, avec l'intelligence artificielle, on peut trouver des moyens assez rapides de pouvoir justement récupérer la data et de pouvoir extraire des outils de pilotage qui vont être propres à la nature de l'activité de la société. C'est-à-dire que une société qui est dans le négoce, on va avoir des outils de pilotage qui vont être complètement différents d'une société qui est dans la sous-traitance industrielle. On va avoir des outils de pilotage qui vont être différents pour une société qui fabrique un produit dans le secteur agroalimentaire. Voilà. Donc, il faut adapter ces outils de pilotage en fonction de la nature de l'activité. Et du coup, est-ce qu'il existe des plateformes un peu comme Le Bon Coin parce que c'est très confidentiel, etc. Mais la personne qui a un projet de reprise d'entreprise, où est-ce qu'elle trouve finalement les entreprises à reprendre s'il n'y a pas, si c'est confidentiel et s'il y a, alors à moins d'être salarié de l'entreprise à reprendre, ça c'est le plus facile. Mais je veux dire, si on n'est pas salarié d'une entreprise, qu'on est demandeur d'emploi et qu'on souhaite reprendre une entreprise, qu'est-ce que tu conseilles comme outil d'information pour se renseigner? Alors, on a des structures comme le CRA, qui est une association qui met en relation des associations où se rencontrent des repreneurs de sociétés qui, à un moment, peuvent avoir des informations sur des sociétés qui sont à la vente. On a les chambres de commerce, les chambres de métiers. On a également des sites chez BPI France qui permettent d'accéder à l'information. On a donc le site de référence, c'est le site FUSAC, voilà, où là, on a des informations sur des sociétés qui sont à la vente, mais évidemment, on n'a pas le nom de la société. Et pour accéder à l'information, on a des caractéristiques des sociétés qui sont à la vente, qui sont donc bien sûr le métier, le secteur d'activité, la zone géographique de temps en temps, le niveau de chiffre d'affaires, des informations sur la rentabilité et la raison de la cession de la société. Et à partir de ce moment-là, il faut que le repreneur paye pour accéder aux coordonnées du chef d'entreprise qui a mis cette société à la vente ou du cabinet qui accompagne le chef d'entreprise dans le cadre de la cession. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là, en fonction du profil du repreneur, qu'il aura go, no go du cédant de la société de décider ou non de discuter avec ce repreneur potentiel. Mais c'est un marché qui est extrêmement confidentiel. Et ensuite, ils peuvent très bien regarder sur des sites de cabinets de rapprochement de sociétés, voilà, même si moi je suis en mode très très confidentiel, donc les sociétés que je peux avoir en mandat de cession, je les mets pas en ligne. Voilà,
même si j'ai quelques annonces de société, c'est ma démarche confidentielle qui fait que je vais essayer de trouver le repreneur, que ce soit personne physique ou une société qui peut être intéressée par. Et ensuite, c'est par réseau en fait. C'est-à-dire que, par exemple, je reçois des fiches de cadrage de repreneurs de société qui vont m'expliquer que voilà leur parcours, voilà ce qu'ils recherchent comme type de société, voilà le niveau d'apport qu'ils ont pour réaliser cette opération. Et si à un moment cette fiche de cadrage correspond à une société qui est à la vente, ben, j'en discute avec le cédant. Je dis écoutez, voilà, j'ai une personne, un repreneur potentiel qui rechercherait une société qui est dans votre secteur d'activité ou qui s'en approche. Est-ce que vous me donnez l'autorisation de prendre contact avec lui? Et déjà, ça me permet de voir si pour moi c'est un profil de repreneur idéal pour le cédant que j'accompagne. Voilà. Mais après, il peut très bien avoir des experts comptables. Voilà. Il peut très bien se présenter en disant voilà, je suis à la recherche d'une société. Peut-être que parmi vos clients, vous avez un chef d'entreprise qui à un moment déciderait de vendre sa société. Voilà. Alors pour l'expert comptable, c'est un moyen pour lui également de garder le client, puisque lorsqu'une société est cédée, si le repreneur n'est pas accompagné par un expert comptable, donc faut-il qu'il y ait l'objectivité de l'expert comptable, pourra garder la relation client en accompagnant le repreneur de société. Même si c'est pas des choses que je préconise, hein, mais ça peut arriver à partir d'un moment où on a quelqu'un qui... Enfin, après, tout dépend des tailles d'entreprise. Hein, voilà. Mais c'est une vraie démarche de recherche, quoi, du coup. Hein, c'est pas juste je mets une annonce, une alerte comme si je recherchais un job. C'est une vraie démarche de recherche, quoi. C'est une vraie démarche de recherche. Voilà, c'est un peu le détective. C'est ça fait détective, c'est ça. Indices, il va falloir qu'il trouve la bonne cible. Voilà. Mais ça peut être dans le cadre de rencontres, de participer peut-être à des salons professionnels. Enfin, tout est possible, tout est possible. On peut même à un moment, il y en a certains qui écrivent directement auprès des chefs d'entreprise en disant voilà ma fiche de cadrage, je suis à la recherche d'une société dans le secteur d'activité, est-ce que vous serez d'accord pour me recevoir? Et il peut y avoir une rencontre qui se fait le 14 octobre, et d'un coup le chef d'entreprise qui avait reçu ce courrier l'appelle au mois de mars ou avril 2026, et si le repreneur n'avait pas d'autres sujets en cours, l'appelle en disant oui, parce que c'est vrai que ça peut même être déclencheur. Moi, je sais que je connais quelqu'un qui avait, alors c'était un bar tabac, un truc comme ça, et en fait, il n'avait pas le projet de revendre. Et c'est quelqu'un qui est venu qui a dit bah tiens, j'aimerais bien racheter votre affaire, et c'est ça qui a déclenché la vente finalement. Exactement. Ben, là, j'accompagne un chef d'entreprise et en tant que repreneur, et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. C'est dans le cadre d'un échange en disant voilà, je suis en train de réfléchir à reprendre une société. Le projet n'était pas encore mûr, même au niveau du repreneur, et puis le chef d'entreprise qui n'était pas encore cédant, il a mis une petite graine, et puis finalement il s'est dit pourquoi attendre l'âge de la retraite? Ce repreneur, cette personne a fait bonne impression, c'est quelqu'un qui lui connaît le métier. Si je me projette dans 2-3 ans, est-ce que je vais pouvoir retrouver une personne avec ce profil? Donc, je vais engager des discussions. Voilà. Et puis, le fait de commencer à discuter, d'échanger, et après, c'est toujours une question de rencontre. Hein. C'est une question de rencontre. Et là, on est dans des schémas qui sont idéaux parce que, et puis c'est exactement de la manière dont ça se passe. Les échanges sont très positifs et on trouve toujours une solution. Il y a une volonté commune à ce que l'opération se réalise, mais en prenant le temps. On ne veut pas faire les choses dans la précipitation. On prend le temps nécessaire. Faut prendre Parce qu'une reprise d'entreprise, du coup, tu parlais de 3, 6, 9 mois. Il y a une moyenne, il y a un an? Non, il n'y a pas de moyenne. Mais entre le moment où on commence à échanger et le moment où l'opération va se réaliser, il faut quand même compter 4 mois, oui. 3-4 mois. Puisque entre le moment où on discute, on va se mettre d'accord d'un point de vue verbal. Ensuite, il faut le cristalliser sous forme d'une lettre d'intention, qui va être un document qui va
cristalliser l'accord des deux parties. Est-ce que achat d'entreprise décide de vendre à un repreneur en fonction d'un prix en mettant certaines conditions? Ça va être le préalable à la formalisation d'un protocole d'accord, comme un compromis de vente pour un appartement ou pour une maison. Et ensuite, c'est à partir du moment où toutes les conditions suspensives seront levées que l'acte définitif sera, ou le closing sera réalisé. Voilà. Mais ça prend plus de temps puisque il faut qu'il y ait des audits qui soient réalisés. Donc les audits, ça peut prendre plus ou moins de temps. Et puis une rédaction également juridique qui prend un peu plus de temps également. Ensuite, il faut trouver les établissements bancaires pour financer l'opération dans un contexte aujourd'hui où, compte tenu que la visibilité est moins bonne, et ce qui fait partie de la vie économique, des visibilités moins bonnes, on les a connues il y a quelques années. La vie d'un chef d'entreprise, ça connaît des cycles économiques, et on peut avoir un peu plus de difficultés d'accéder à du financement bancaire. Donc voilà. Et une fois qu'on a réussi à obtenir l'accord des établissements bancaires, la validation des audits, et on s'est mis d'accord sur tous les points liés au protocole d'accord, l'opération se signe, se réalise, et ensuite c'est place à la nouvelle aventure pour le repreneur. Mais voilà, entre toutes ces périodes, c'est vrai, par rapport au démarrage de notre discussion, c'est que moi, ça m'est arrivé de dire non à un chef d'entreprise au moment où c'était le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire au moment où il attendait plus que l'accord d'un établissement bancaire pour financer l'opération. Et ça m'est arrivé de dire non parce que je trouvais que la reprise était beaucoup trop risquée pour un repreneur de société de l'accompagner dans ces conditions. Et l'objectif, c'est de s'assurer que, au travers de toutes ces rencontres, tout son parcours, qu'il perde le minimum de temps dans la mesure du possible pour, in fine, lui permettre d'acheter la société en essayant, bien évidemment, de lui faire prendre le moins de risques possible dans le cadre de la reprise de la société. Puisque lorsqu'un repreneur achète, à moins qu'il ait gagné au loto, il va lever de la dette. Voilà, et donc cette dette, il faut la rembourser. Et si jamais, malheureusement, on n'a pas pu négocier la mise en place d'un crédit sans la caution solidaire, qui est un acte qui est très important, très engageant pour un chef d'entreprise, et ça peut, à un moment, amener des difficultés dans la sphère familiale. Voilà. Parce que la caution solidaire, c'est souvent l'habitation, du coup, la maison. Oui, justement, on peut, à travers des garanties comme BPI France, à travers la garantie BPI France, lorsque un établissement bancaire retient la garantie BPI France, l'établissement bancaire n'a pas le droit de prendre, au travers de cette caution solidaire, une hypothèque sur la résidence principale. Sinon, la garantie BPI, n'est pas valable. D'accord. Donc, ça, c'est quand même un point qui est extrêmement important. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de faire en sorte de ne pas signer cette caution solidaire. J'avais un prof, quand j'ai commencé, caution solidaire se signe dans l'allégresse, c'est-à-dire qu'on est dans la joie, le fait d'entreprendre, mais s'appelle dans la détresse. C'est-à-dire qu'au moment où cette caution est appelée, c'est qu'on est dans une situation qui est très inconfortable. Et si jamais on a constitué de l'épargne ou d'autres biens, on va être obligé d'actionner ces garanties personnelles pour couvrir un risque bancaire. Bon, là, c'est le scénario catastrophique, mais ça arrive. Voilà, ça arrive. Je l'ai vécu, alors pas dans le cadre d'opérations de reprise de société, mais pour avoir accompagné des chefs d'entreprise pendant qu'ils étaient dans des opérations pas de développement, mais justement de difficultés. C'est qu'à un moment, il était caution d'un engagement, et quand ils ont appuyé sur le bouton, malheureusement, il fallait qu'ils trouvent une solution rapidement. Donc, pour ça, il faut être extrêmement vigilant sur les dispositifs de garantie qui peuvent être retenus dans le cadre d'accompagnement, dans le cadre de l'accompagnement des chefs d'entreprise dans le cadre de reprise de société. Il existe des moyens justement de se couvrir d'une caution solidaire dans le cadre d'opérations de reprise de société. D'accord, oui, parce que moi, c'est vrai que pour moi, c'était quasi automatique de devoir mettre en hypothèque la maison. Ah non, surtout pas. Non, surtout pas. Alors,
Donc, c'est rassurant pour ceux qui veulent reprendre une entreprise de se Oui, dire, bien sûr, il y a quand même des amortisseurs de risque que les établissements bancaires peuvent prendre pour justement se préserver d'un risque potentiel. Voilà. Hmm, Donc, il faut surtout pas que, enfin, bon, quand j'accompagne un repreneur, ça c'est un sujet, c'est le drapeau rouge. On ne hmm, discute pas de caution solidaire. Voilà. hmm, Si à un moment un établissement bancaire nous parle de caution, on ferme la porte, on ne hmm, discute plus. L'objectif, c'est de négocier. Hein. ouais. Et pour, voilà, il faut que le chef d'entreprise décide les partenaires avec lesquels il souhaite travailler. Bien évidemment, il faut qu'il se préserve de ce risque potentiel au travers de la caution solidaire qu'un établissement bancaire pourrait lui demander. Ok. Il existe des solutions. Voilà. Ouais, bah c'est rassurant. De toute façon, je mettrai un certain nombre de ressources, enfin de ressources dans le descriptif du podcast et ça pourra aider aussi les auditeurs à les regarder. Mais c'est intéressant d'avoir ça en tête, de se dire, c'est pas parce que je me lance dans une reprise d'entreprise que je suis obligée de mettre en garantie ma maison, parce que Non, c'est vrai que je pense que ça fait peur, ça freine beaucoup de personnes. surtout pas. Mais malheureusement, tu as raison, Sophie, c'est que la personne qui n'est pas avertie Mm, aura naturellement mettra pourra mettre sa maison en jeu en fait. mm, Voilà. L'objectif, c'est la personne qui n'a pas l'information, tu peux facilement lui faire signer tout et n'importe quoi. mm, Malheureusement, mm, le jeu, c'est dire voilà les engagements que ça nécessite. Une caution solidaire, c'est un engagement qui est fort de la part d'une personne physique. Hein. mm, C'est un engagement qui est extrêmement fort. Donc, il existe des moyens justement de se couvrir, de ne pas retenir cette caution solidaire. Alors, c'est coûteux, d'accord? Ça coûte. mm. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas prendre une garantie qui va pouvoir couvrir ce risque vis-à-vis des Mm. établissements bancaires que de prendre sa caution? Oui, c'est ça. Et après, à nous de dégager le chiffre, enfin voilà, la marge pour pouvoir rembourser, enfin tranquillement. Exactement. Mm. Exactement. Et J'ai oui. juste après, il peut y avoir cette caution qui est demandée par la banque, mais il faut automatiquement que cette caution soit limitée en pourcentage, Mm. d'accord? Donc ça, c'est le premier point. Et elle peut être limitée dans le temps. Et si jamais elle n'est pas limitée dans le temps, pendant la vie du crédit, de demander à ce que cette caution soit levée. Ça, techniquement, c'est possible aussi. Voilà. Ouais. Le faire au début C'est et puis possible. après pouvoir la lever. Tout est possible. Voilà, Mm. tout est possible. C'est de la discussion, c'est de la négociation. Mais je vais te poser une dernière question avant de te libérer. Bon. Pourquoi Hippocampe Partenaire? Donc ton entreprise, c'est Hippocampe Partenaire. Je suis curieuse de savoir pourquoi ce nom-là. Alors, l'hippocampe, c'est le mâle. En fait, le mâle, il porte les œufs. Et voilà. Le fait de porter les œufs pour la maman, l'idée au niveau d'hippocampe, c'est lorsque j'accompagne un chef d'entreprise, je porte son projet. C'est comme si je faisais, voilà, je m'associe bien évidemment au chef d'entreprise et je fais en sorte que le projet du chef d'entreprise soit mon projet. Et pour voilà, essayer de l'accompagner au mieux dans le cadre de la réalisation, la concrétisation de son projet, que ce soit une session, une reprise de société ou dans le cadre d'accompagnement sur un projet de recherche de financement. Voilà. C'est pour montrer ton investissement finalement dans la Oui, réussite bon. du projet. Tu portes les œufs. Ok, j'ai ma réponse du coup. Une dernière chose à ajouter ou pas Non, mais écoutez, écoutez à ceux aux qui nous auditeurs? écoutent, hein, c'est la vie de l'entrepreneur, c'est quelque chose de magnifique, puisque moi-même, voilà, c'était pas dans le cadre d'une reprise, mais dans le cadre d'une création. Alors, on a toujours cette sensation de la peur du vide, mais comme m'a dit un chef d'entreprise, on va dire ami et chef d'entreprise, il m'a dit, c'est lorsque tu veux sauter dans un trou, lorsque tu fais du canyoning, et ben tu sautes une première fois, tu as la peur, et après, une fois que tu es dans l'eau, tu as envie de faire qu'une chose, c'est de remonter pour ressauter, en fait. Ouais. Donc, mais c'est vrai que ça apporte beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Alors, il y a des hauts et des bas, mais et on est toujours connecté à sa société. Mais ça apporte tellement en termes de liberté, d'autonomie, de vouloir travailler avec les personnes avec lesquelles on a envie de travailler. C'est comme toi, Sophie. Voilà, Oui, c'est des choses qui c'est sont ça.
passionnantes. Voilà. Mais d'où l'importance aussi de tous ces réseaux qui existent. Nous, on se connaît à travers un réseau et c'est vrai que ces réseaux qui existent pour pas être seul justement. C'est extrêmement important. Et ça, voilà, quand je parle d'accompagnement et que le chef d'entreprise doit être bien entouré, il y a sa garde rapprochée, puis il y a le fait de discuter avec d'autres chefs d'entreprise. Et bien souvent, au travers de réseaux, mais pas que. Je trouve que c'est nécessaire, indispensable que des chefs d'entreprise discutent entre eux et qui viennent d'horizons différents et de secteurs d'activité différents. Ça apporte une richesse exceptionnelle puisque ça permet déjà de prendre du recul par rapport à sa société et d'échanger avec d'autres chefs d'entreprise sur des côtés qui sont voilà, à améliorer, des côtés positifs pour donner des bonnes recettes. Voilà. Merci beaucoup Stéphane pour tous ces renseignements. Je mettrai en ressource du podcast le lien vers ton site internet, comme ça ils pourront voir aussi un petit peu ce que tu fais. Ouais, écoute, par curiosité. Et puis je mettrai en lien aussi voilà, les ressources que tu as citées, BPI France, et puis les autres éléments. Sachant qu'en fait, il faut aussi aller taper aux portes, creuser, fouiller, et c'est pas juste en restant derrière son écran à cliquer qu'on va réussir à trouver une entreprise à reprendre. C'est ça que j'ai retenu. Merci beaucoup Stéphane pour cette intervention. Allez, merci. Allez, merci. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Changer pour mieux. Donc ce que j'en retiens, c'est que les compétences pour reprendre une entreprise sont pas tant des compétences techniques, même si le fait de reprendre une entreprise dont on a les compétences techniques est un facteur de réussite supplémentaire. Mais ce qui est le plus important, c'est la capacité d'adaptation, l'humilité et le fait de bien préparer sa reprise, de bien se faire accompagner. Donc j'espère que cet épisode vous aura éclairé sur ce sujet très particulier de la reprise d'entreprise. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode.